Bonsoir à tous, bienvenue. Culture chez nous en direct, c'est la série de visites du ministère de la Culture. Je suis David Habitant et je serai votre hôte ce soir et votre interlocuteur. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo et je me chargerai de transmettre vos questions, vos remarques, vos commentaires. Vous connaissez le principe, chaque quinzaine, on se retrouve le mardi soir pour des visites de lieux et d'expositions à suivre en direct sur le compte Instagram du ministère de la Culture et ce soir sur le compte Instagram de la Cité de la Dentelle et de la Mode, car nous sommes à Calais pour découvrir cette ancienne usine reconvertie depuis en musée. Et vous allez voir qu'on va vous en proposer une visite assez étonnante. En compagnie de sa directrice Anne-Claire Laronde, qui va nous présenter quelques-uns des costumes que l'on voit autour de nous. Mais on va aussi voir, et j'insiste là-dessus, c'est un des beaux moments de ce musée, on va aussi voir de la technique, on va aussi voir des machines, des métiers à tisser en fonctionnement. Et on va se rendre compte que c'est toute une grammaire exceptionnelle que de faire fonctionner tout ça pour en arriver à ces pièces-là. Bonsoir Anne-Claire Laronde. Bonsoir. Alors on commence par la fin d'une certaine manière. On a choisi un petit peu notre petit parcours de visite. Faut savoir qu'il y a déjà tout un étage qui raconte l'histoire de la dentelle à Calais. On a passé ça un petit peu au pas de course pour arriver directement dans cette pièce-là et voir ces magnifiques vêtements. Et on s'était dit qu'on pourrait commencer peut-être par une robe, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de la dentelle? Encore une fois, on va voir la dentelle sous toutes ses formes, mais là, on en a un bel exemple tout à fait terminé. Oui, on a choisi ici une robe assez spectaculaire, une œuvre du flamand Tim van Steenbergen, qui est une robe qui raconte un petit peu un siècle de dentelle et de couture. Vous avez une sorte de rivière de dentelle qui tombe en tournure sur les fesses avec un focus. C'est une robe des années 2090, donc on est vraiment dans une époque très proche. Et on voit que la dentelle, c'est avant tout le luxe, l'apparat, la préciosité. Donc on est sur de l'exceptionnel. On va regarder quelques autres robes, on en picore quelques-unes parmi la sélection que vous nous avez proposée. Au passage, puisqu'on passe à côté d'un petit peu de lingerie, c'est vrai que la lingerie c'est quand même assez immédiatement lié à la dentelle. C'est peut-être la première image qu'on en a aujourd'hui en tout cas. C'est très très important et c'est encore une partie importante de cette industrie-là. Et la lingerie, je dirais que c'est peut-être la dentelle abordable, le luxe abordable, puisque dans la dentelle on parle vraiment de matériaux de luxe et c'est peut-être la pièce que les uns les autres, nous pouvons approcher, nous pouvons toucher, nous pouvons sentir ce textile très précieux dans nos mains. On va regarder encore une autre pièce, peut-être juste avant. Je rappelle que on est en direct pour une petite demi-heure de visite au sein de cette Cité de la Dentelle et de la Mode et que vous participez également à la visite. On nous en part via un petit commentaire sous la vidéo de vos questions, de vos remarques et moi je me charge de les transmettre à Anne-Claire Laronde. On va pouvoir comme ça tout au long de la visite dialoguer ensemble. Deuxième arrêt, cette robe très contemporaine, celle-ci, c'est ça? Oui, alors c'est vraiment une des tenues qui nous semble parler aujourd'hui. On est dans les années 30 en fait, donc on est bien loin de notre époque. Et pour autant, c'est des codes de couture que l'on retrouve aujourd'hui avec une forme de féminité qui exploite en fait les propriétés de la dentelle. On voit que la dentelle est utilisée comme un tissu qui porte l'ensemble de la silhouette et qui vient vraiment draper suivre complètement le mouvement du corps de la femme. C'est cette robe verte avec une couleur si vivace qui vient vraiment trancher avec l'image traditionnelle qu'on a de ce textile qui souvent voyage entre le noir, le blanc, le crème. Là, voilà, on voit qu'on est sur de la féminité, mais avec des couleurs très modernes et une coupe, vous voyez, un peu ce jeu de lignes géométriques, tout en étant sur un tombé extrêmement fin, fluide. C'est vraiment tout l'art de la couture des années 30 qui, à l'époque, s'invente, mais qu'aujourd'hui, on réutilise beaucoup dans les silhouettes contemporaines. Allez, maintenant, on va faire peut-être un dernier arrêt avant de rentrer parce qu'il y a vraiment toute une partie derrière qui est très impressionnante et que je me hâte de vous partager tous ensemble. Peut-être juste un dernier arrêt, allez, sur une partie peut-être plus un peu de costume, c'est aussi ça, la dentelle. Voilà, là, vous avez toute une série de présentations aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Quelques silhouettes un peu plus anciennes, un peu plus historiques. On retrouve beaucoup dans les films et les séries aujourd'hui. Les silhouettes des années plutôt 1900. On va retrouver la tournure du départ. On retrouve avec cette silhouette qui va créer ce qu'on appellera le faux cul, la silhouette en S du tournant du siècle. On voit que la dentelle est soit assez austère en noir, assez sage pour les jeunes femmes et les tenues d'après-midi. Et on va la retrouver à nouveau pour orner les cols, les articulations du corps,
dans les années 1910. On est là, pas loin de l'univers d'une célèbre série britannique qui a été beaucoup regardée ces derniers Vous temps. pensez à quoi? Non, dites-moi plus. Mince, j'ai pas la référence. Je connais aucune série, moi, vous savez. Il faudra la rechercher. D'accord. Très bien. Si vous avez la référence, voilà, écoutez, vous avez sans doute plus de références que moi en série, alors faites-nous en part. Tiens, ça m'amuserait de le savoir aussi. Je vois qu'on a pas mal de commentaires là déjà qui commencent à nous arriver. Baba Petit qui nous dit coucou, Cécile Potel qui nous dit bonsoir, bonsoir Cécile, Clémence Jupiter qui nous dit oh là là, c'est déjà magnifique. Mais oui, c'est vrai que c'est déjà magnifique. Alors Clémence Jupiter, vous n'avez pas tout vu, on va voir encore d'autres pièces assez exceptionnelles. Voilà, vous êtes très nombreux. Tondep 21, un très beau lieu, nous dit-il. Et là encore, vous n'avez pas tout vu. On a pas mal on a 2 grandes pièces encore à visiter, mais qui sont très très impressionnantes. Et alors, on voulait commencer cette deuxième partie de visite par peut-être une présentation on a vu des exemples de dentelle en utilisation, mais en fait, qu'est-ce que c'est que la dentelle? Alors là, on a ces grands tissus là qui tombent. Peut-être ça va nous permettre d'expliquer très concrètement, très scientifiquement, c'est quoi la dentelle en fait? Même si je suis vraiment embarrassée parce qu'on est sur une dentelle qui n'est pas du tout finie en fait. D'accord. On est ce qu'on appelle une dentelle tombée du métier et en plus une dentelle avec défaut puisqu'il fallait qu'on montre dans cette section du musée un peu tous les accidents. Ça nous montre que la dentelle en fait c'est un textile qui est difficile à produire entre l'industrie et l'artisanat. Et c'est cette pièce, en fait, qui n'est pas teintée, qui n'est pas encore mise en forme. Vous voyez, elle n'a pas le tombé qu'elle devra avoir. Elle n'est pas utilisable du tout ainsi. Mais c'est tout un réseau. Alors, qu'est-ce que la dentelle? La dentelle, c'est vraiment un tissu qui est ajouré et dont le motif se construit en même temps que se construit le tissu. Donc, c'est un tissage, c'est un entrelac de fils qui sont vraiment serrés entre eux, entrelacés. Ils ne sont pas vraiment noués, mais on est plus proche du nœud que du vrai tissage entrecroisé. Et ce n'est certainement pas tricoté, c'est quelque chose de très solide. Donc il y a une tenue, une solidité, d'où les robes qui sont capables de supporter parfois des kilos de pierreries et de perlage comme on peut l'avoir dans la haute couture. Donc on est vraiment sur un tissu un peu d'exception. Mais cette vision-là que vous avez est quand même vraiment la vision de l'atelier. Là, c'est la dentelle d'atelier. Ouais, bon, et puis bon, vous vouliez presque pas nous le montrer en disant oui, c'est pas de la belle dentelle, il faut la laver, etc. Mais bon, déjà, on reconnaît quand même un travail effectivement d'une grande finesse. Et puis, moi, j'aimais bien montrer ce tissu un peu noirci parce que ça raconte aussi que finalement, derrière toute la finesse qu'on a dans la dentelle une fois qu'elle est confectionnée, on va se rendre compte en continuant la visite que c'est un vrai travail, comment dire, bien salissant, oui, quoi. C'est salissant. On est dans un atelier. Ici, on est vraiment dans une industrie et on est dans le cadre d'usine où il y a une part de travail vraiment mécanique et tout un ensemble de métiers quand même très manuels. C'est ce qui fait vraiment aujourd'hui que c'est un tissu de savoir-faire exceptionnel, classé métier d'art, d'ailleurs, par le ministère de la Culture, parce qu'il y a autant le savoir-faire, l'art de la main, que le travail de la machine. Et on est là au pied d'un métier tel qu'on en voit rarement, puisqu'on n'est jamais en principe au pied de la machine qui les produit. On va aller le voir, ce métier, tout de suite. Mais alors là, voilà, je me disais peut-être que ce morceau-là, vous l'assumeriez un peu plus, peut-être. Celui-là, il a été lavé, il est effectivement peut-être un peu plus droit que ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais voilà, toujours effectivement ce même travail de tissage, vous nous disiez, et non pas de tricotage. Exactement. Et peut-être un point justement là-dessus, vous m'expliquiez juste avant qu'il y a peut-être une confusion parfois qui est faite entre différentes formes de... D'ailleurs, c'est des dentelles qui sortent à peu près des mêmes usines, encore aujourd'hui. La dentelle, depuis les années 50, il y a un produit qui s'est substitué à ce qu'est la dentelle tissée dont on parle ici dans ce musée. C'est une dentelle qui est tricotée, donc qui est fabriquée sur des automates et qui est un tricot. Donc un tricot, c'est un tissu qui n'a pas les mêmes propriétés, qui est plus souple, qui est décoratif, mais qui n'est pas solide de la même façon que l'est ce tissage qui est capable de supporter, par exemple, ce ruban de paillettes qui est brodé par-dessus et qui peut donner lieu à tout le potentiel créatif que les stylistes, que les créateurs textiles vont pouvoir élaborer sur une dentelle qui reste un support de création, donc vraiment ce qui va porter l'ensemble très très vaste. Donc aujourd'hui, il y a des créations magnifiques qui sont très recherchées et qu'on n'imaginerait pas à partir de dentelles. Mais donc c'est vrai que juste la dentelle qui habille mes costumes bon marché, c'est plutôt de la dentelle tricotée a priori. Si j'ai pas mis toutes mes économies là-dedans, c'est que ça serait plutôt des... Mais il est possible encore de trouver des pièces dans certaines marques, notamment des marques françaises ou italiennes qui sont très sensibles, qui vont réussir à mettre un petit peu de dentelle Livers, puisque la tissée, on l'appelle communément la dentelle Livers dans le jargon professionnel.
L'hiver, ça vient C'est le nom du métier. C'est le nom de l'un des ingénieurs qui a mis au point la machine qui est capable de tisser cette dentelle. Alors, on va le voir tout de suite, ce métier à tisser, peut-être juste avant, parce qu'on commence à avoir des questions qui nous viennent. Bon, des remarques, hein, toujours. Sana Benz qui nous dit très chic, Olivier Diou, magnifique. Georges Bédran qui dit « Je travaille toujours avec dentelle Noyon ». Vraiment, c'est magnifique. Donc, Georges, j'imagine qu'il doit être peut-être un couturier. Ou, voilà, effectivement. Une première question, tiens, parce que ça fait aussi partie des vocations de la Cité de la Dentelle et de la mode à Calais que d'accompagner aussi des jeunes, des étudiants notamment. On a Zazounette, bonjour Zazounette, qui nous demande quel type d'école post-bac pour accéder à la réalisation de ces dentelles. Il existe des formations pour les dentelles? Il existe et la formation elle a lieu même dans cette salle-ci. Donc je vous assure qu'on n'avait pas prévu. On est au cœur, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Vraiment, c'est un centre de formation des apprentis, donc c'est un bac professionnel qui permet d'être formé au dessin et à la fabrication vraiment sur machine de la dentelle. Après, évidemment, il y a toutes les écoles post-bac vraiment du textile et de l'habillement qui existent en France, en Belgique, au Royaume-Uni, etc., qui sont des grandes écoles qui permettent là de travailler le textile et de proposer des créations et d'aboutir sur les métiers créatifs de la dentelle. Mais tout ça est un cursus. Ouais. Voilà. Et puis on va en parler, nous, tiens, de ces métiers créatifs, et on va voir les différentes étapes de confection de la dentelle. Peut-être à l'envers. Hein. On a commencé par des robes, on a vu ensuite des tissus, comme vous dites, tomber un peu, tomber du métier, voilà, et non pas tomber du camion, tomber du métier, entendons-nous. Un mot peut-être alors sur ce métier à tisser là qu'on a juste derrière nous. Là, on est en train de voir un peu les coulisses, c'est assez exceptionnel de pouvoir passer par ici. On va en voir un tout à l'heure en fonctionnement, mais on pourra pas aller aussi loin, je pense, dans ses entrailles. Alors peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce que sont tous ces éléments-là, sachant qu'on va les revoir ces éléments-là un petit peu tout à l'heure dans notre visite. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment que le métier a besoin d'être nourri en fil. Il a plus de 15 000 fils d'un côté, plus de 5 000 autres bobines de l'autre côté du métier. Et c'est une machine, vous voyez, qui est héritée du 19e siècle, qui n'a pas changé. Elle a été un peu modernisée, mais ce que vous trouvez aujourd'hui dans les usines, ce sont ces mêmes machines-là, qui ne sont plus produites. Alors on les nourrit avec différents formats de bobines, rouleaux, ils ont différents noms, de fils. Et tous ces fils-là doivent être ajustés, réglés dans leur tension, dans leur longueur, doivent être doués sur la machine. Et tout cela est fait par une catégorie de métiers assez variés et ce sont tout autant de métiers et d'employés dans les usines. Donc, et ça, c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans la suite de notre parcours, puisque ça c'est la machine montée, on va dire, mais tous les éléments. Un mot sur les cartons, on n'en dit pas trop, on va les voir tout à l'heure, mais voilà, ça aussi ça fait partie de. Et cette partie-là, grosso modo, c'est ce qui commande la machine, donc on le reverra tout à l'heure. Mais c'est de là que le dessin est numérisé et qui va ensuite permettre au métier de savoir quel mouvement faire pour former cette dentelle et former le dessin. Peut-être, enfin voilà, profitons d'avoir une vue d'ensemble pour bien se rendre compte, voilà, de la taille d'un métier à tisser et vous allez nous montrer que il ne suffit pas d'un métier à tisser pour confectionner de la dentelle, mais qu'il y a tout un tas d'autres outils à utiliser avant. Qui sont derrière nous, lesquels on... Essentiellement, je vous propose de vous approcher de ce grand moulin qui va nourrir ces rouleaux que l'on a vus au cœur du métier, qui en composent, sont les rouleaux qui portent le fil de chaîne, hein, la chaîne venant vraiment sur la partie verticale du métier. Donc vous avez ce grand moulin avec tout cet ensemble de rouleaux qui vont alimenter ces grands tubes métalliques qu'on voit sur le devant de cette machine. On voit ici fini, hein, et ça passe, voilà, le fil passe d'écheveau en bobine, de bobine en rouleau, et c'est tout un jeu de transmission, de réglage, des choses qui sont d'ailleurs assez subtiles parce qu'il n'y a pas franchement d'unité de mesure. Souvent dans les ateliers, les gens connaissent leurs collègues, et aux collègues, ils savent si l'un ou l'autre va plus tirer. Alors là, c'est un petit peu plus précis. Comment ça, si l'un ou l'autre va plus tirer? Vous voulez dire que selon la personne qui va faire le rouleau, vraiment, on va pas avoir le même rendu finalement sur la dentelle à la fin? Exactement. Enfin, le rendu va être identique. Par contre, il va y avoir plus ou moins de casse si l'on connaît plus ou moins bien les habitudes de sa machine, parce que toutes les machines sont relativement différentes, hein. Il n'y a pas eu de standardisation.
Ça n'est pas une industrie qui est arrivée jusqu'à une sorte d'automatisation, standardisation telle qu'on l'a beaucoup connue au XXe siècle. Non, on a arrêté d'en produire avant. Du coup, aujourd'hui, encore les ouvriers actuels sont obligés de s'adapter à ce côté très hétéroclite, avec des machines très variées. Et ils font en fonction un petit peu parfois de la force de leurs collègues. L'exemple de la huileuse ici est assez connu en général. C'est un poste de travail très joli. La huileuse, elle nourrit le cœur de l'élément qui est vraiment le caractéristique de la machine à dentelle, qui est cette toute petite bobine. Là, on voit ces disques de laiton. Et elle en prend une centaine à la fois et elle va nourrir avec du fil qu'elle prend dans sa main, en s'asseyant à ce poste-là. Elle va venir remplir ces bobines qui sont en fait des disques de métal serrés. C'est pas visible vraiment à l'œil nu, en fait. Mais à l'intérieur, à partir de ce gros rouleau-là, elle remplit quasiment jusqu'à 100 mètres de fil dans une petite bobine qui va venir au cœur du métier à tisser. Alors ça, la huileuse, elle sait tirer plus ou moins avec force sur sa bobine et l'utilise derrière va savoir adapter le réglage de son métier en fonction de sa collègue. Un mot, parce que je me répète un peu, hein, mais je crois qu'elle est vraiment importante cette différence entre la dentelle tissée et la dentelle tricotée. Donc ici, la dentelle de Calais, c'est de la dentelle tissée, c'est ça qui se fait de façon très artisanale. Là où la dentelle tricotée, elle, j'imagine que, si on en trouve dans nos marques de vêtements très grand public, c'est que ça doit être quelque chose d'industrialisé. Voilà, les deux viennent d'industries, des mêmes usines en partie, mais il y a d'un côté une salle de machine avec des pilotes d'automates qui sont très autonomes. La dentelle tricotée. Et de l'autre côté, une dentelle tissée qui reproduit techniquement exactement la même dentelle que celle que faisaient les dentelières à la main pendant des siècles, mais sur ces grands métiers mécaniques, mais qui viennent faire un croisement de fils complètement différent qui produisent un tissu très solide avec une nuance et une subtilité dans le dessin qui est très fine, puisque ça, c'est une dentelle en fait qui crée des dégradés de transparence et avec des fils d'une finesse très importante. Donc ça permet vraiment de faire d'avoir des nuances dans le dessin et des possibilités aussi créatives, des grands filets par exemple, des choses qui semblent très légères mais qui vont être très solides. On a pas mal de questions, de commentaires. Alors, je fais une petite pause pour en citer quelques-unes. Lily Goub qui nous dit « Sublime, merci pour cette magnifique visite et ces belles découvertes. » Merci à vous, Lily Goub. Alice et Lilou, super visite. Capac du Sud, fantastique. Laurence Villon qui nous dit « Tiens, un souvenir incroyable de l'exposition Iris Van Herpen en 2013. » Laurence Villon, voilà, qui doit être une grande fan de couture ou de dentelle. Créatrice extrêmement innovante. Et qui avait été exposé ici, effectivement. On a une question, je crois qu'on a vraiment des professionnels qui nous regardent aussi, hein, puisque Hathor Création, Sylvie Hartmann nous demande quel fil utilisez-vous, tiens, puisqu'on a parlé des fils. Alors, les fils étaient traditionnellement les fils de fibres naturelles, soit coton essentiellement, et puis ça c'est vraiment, c'était un grand changement au tournant du siècle. C'est vraiment du fil polyester qui est apparu, du fil synthétique également. D'accord. Voilà, moi, à mon niveau, je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est souvent des fils qui mêlent plusieurs fibres et il y a souvent du synthétique, mais il y a un retour vers des fibres naturelles. Les denteliers, les producteurs actuels sont toujours très à l'écoute justement de faire évoluer la composition des fils utilisés, mais pour des questions de solidité, les 50-60 dernières années, on va dire, ont beaucoup développé, notamment le polyester pour avoir moins de casse et un tissu qui malgré tout sait être haut de gamme avec ses matériaux composites. On continue notre visite et de votre côté, bien sûr. Vous continuez à nous poser des questions, à nous faire part de vos remarques. Hein, et vous l'avez compris, je transmets tout ça à Anne-Claire Laronde qui se charge, qui se fait un plaisir, je crois, de répondre à toutes vos questions et à tous vos commentaires. Merci encore de nous suivre et d'être toujours aussi nombreux à ces rendez-vous du mardi soir. Ici, on est dans une partie peut-être un peu plus, créative, là où tout à l'heure on était vraiment dans la grande industrie finalement. Là, on a, on retrouve le dessin des motifs, c'est ça? Exactement. On est plutôt dans le bureau de l'esquisseur et du dessinateur. Donc l'un étant plus du côté créatif, l'autre plutôt côté technique. Et ça nous permet de comprendre que ces métiers à tisser, c'est un peu l'ancêtre de l'ordinateur. En tout cas, c'est un métier qui est programmé. Et pour programmer, on passe d'un dessin d'une intention artistique à un dessin qui devient plus professionnel et qui très vite va être encodé. C'est-à-dire on le place sur
sur un réseau et on va traduire le dessin en une valeur numérique, un plus, un moins, un plein, un vide. Et cette traduction… Pardon, là, ce qu'on voit là, donc effectivement, quand on le voit d'un petit peu plus loin ce dessin, on retrouve, on voit que c'est un dessin, mais quand on s'approche, c'est des petits carreaux, des petits quadrillages avec dedans quoi, une barre, un T, Oui, alors des barres. moi je ne saurais pas vous expliquer exactement quel est le code, mais on voit qu'il y a des cases remplies, des cases vides, et on voit toutes sortes de valeurs numériques sur les côtés qui sont autant de repères et qui va permettre au dessinateur de créer ce qu'on appelle un barème, qui là va être comme une partition musicale, une suite de chiffres. Et de cette suite de chiffres, il va le positionner sur, on reste dans la métaphore musicale, sur un piano. En fait, ce qu'on appelle un piano à percer. Et vous voyez, on a ici la feuille qui va lire, qui s'appelle le barème, et qui va permettre au perceur à carton à faire des trous ou pas de trous, en fait, dans son carton, qui va être comme lorsqu'on connaît le système de l'orgue de Barbarie, par exemple, ou c'est le système Jacquard qui a été créé par le Lyonnais Jacquard pour le textile. Et bien voilà, la programmation du métier à tisser. Donc c'est sur ces cartons, le métier reçoit l'ordre de bouger ou de ne pas bouger ces éléments métalliques. Et c'est ce qui va tordre ou ne pas tordre, tirer ou ne pas tirer les fils à l'intérieur du métier. Donc, c'est comme ça que se forme le motif. Tout à l'heure, on va voir effectivement comment ce carton se met en branle dans le cadre de la machine pour ensuite rendre les magnifiques tissus qu'on a vus tout à l'heure, les magnifiques dentelles qu'on a vues tout à l'heure. Mais voilà, quand même, c'est vrai que là, en quelques mètres, on voit le passage d'un dessin à un dessin peut-être un peu plus codifié à cette feuille complètement abstraite. Et cet outil incroyable permet ensuite d'en faire des cartons qu'on va voir à l'œuvre tout à l'heure. Une question justement à propos de cette machine, à propos de tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, le métier qu'on a vu notamment au loin. C'est Sylvie qui nous demande ces métiers sont-ils anciens? D'où est-ce qu'ils proviennent d'ailleurs tous ces éléments que vous avez ici? Oui, très bonne question. En fait, à l'origine, ils étaient fabriqués essentiellement en Angleterre, à Nottingham. Donc, on est dans l'Angleterre du Nord, l'Angleterre textile, qui est vraiment la ville qui a vu apparaître cette technologie, là où les ingénieurs comme John Levers ont conçu en fait cette technologie. Et assez vite, il s'en est produit aussi à Calais, puisque Calais finalement est le produit d'une délocalisation d'entrepreneurs britanniques qui sont arrivés sur le continent, la ville la plus proche et la plus commerçante à l'époque étant… Racontez-nous un petit peu, on est en quelle année et qu'est-ce que c'est que cette histoire de délocalisation? On est entre vraiment les années 1816 et 1830, grosso modo, les métiers sont arrivés en contrebande puisque c'était évidemment une technologie protégée au sein des frontières du Royaume-Uni. Ça veut dire que en contrebande, c'est quoi? C'est des Français qui ont voulu récupérer la connaissance anglaise? Les Français en ont profité puisque Calais s'est urbanisé et s'est développé grâce à la dentelle. Mais non, ce sont vraiment des entrepreneurs britanniques qui sont partis pour différentes raisons, pour éviter les taxes, pour éviter aussi les conflits sociaux qu'il y avait avec les ouvriers britanniques qui pensaient que les machines et qui voyaient le changement structurel de leur industrie. Donc ils sont passés il y avait toujours eu des trafics en fait sur la Manche qui est vraiment un couloir commerçant et il y avait toujours des bateaux qu'on appelait les smugglers, c'est-à-dire c'est des contrebandiers britanniques qui traversaient et qui venaient sur le continent. Donc les bateaux, les premiers sont des bateaux en bois, des métiers à tulle, on ne sait pas encore faire la dentelle, on fait juste le fond, on fait le tulle. Ils sont plus petits, ils passent sur les bateaux, merci. Et peu à peu, les entreprises se sont installées au bord du canal où est installé le musée. D'accord, alors que le Royaume-Uni faisait en sorte d'empêcher sortir ce savoir de ses frontières. Voilà, on sait que l'industrie, c'est le mouvement. Aujourd'hui, les mouvements sont allés aussi vers d'autres continents et c'est une histoire qui se poursuit. Parce qu'on a une question justement de Sylvie encore, elle qui nous avait posé déjà une question tout à l'heure et qui nous demande si cette technologie est française. Et c'est vrai que la question se pose parce qu'on parle de la dentelle de Calais, donc on peut avoir l'idée d'une technologie française finalement. Alors la technologie en elle-même, à l'origine, elle est britannique. Elle continue à l'être. Il y a encore une entreprise, voire même deux entreprises entre Nottingham et Leicester, mais elle s'est implantée très durablement et principalement en France dès cette période, c'est-à-dire dès les années 1830. Elle s'est vraiment développée à Calais, mais aussi à Caudry, dans l'autre bout de la région des Hauts-de-France, mais également dans le Lyonnais, autour de Saint-Étienne, en Italie du Nord, en Espagne. Et peu à peu, elle a vraiment principalement fleuri quand même dans le berceau français. Et aujourd'hui, c'est la quasi-totalité de la dentelle Levers produite
est plus faite entre Calais et Caudry en France. Alors, on a une illustration là de ce qu'on a vu tout à l'heure, un peu décomposé. On avait les différentes parties de la conception des machines qui permettaient le tissage. Et là, on les retrouve, ces cartons qu'on a vus tout à l'heure, et on les retrouve cette fois dans un métier à tisser. Et peut-être qu'on peut un peu mieux comprendre voilà, cette espèce de code informatique dont vous nous parliez tout à l'heure. Donc, en fait, on a vu que des dessins, de beaux dessins, pouvaient se transformer via un système de code en ces cartons perforés. Et une fois que le carton perforé est mis dans la machine, qu'est-ce qu'on doit comprendre là de ces petites aiguilles qui semblent… Alors, il y a des aiguilles verticales, effectivement, qui vont être poussées ou pas par le carton. Elles sont actionnées lorsque le carton est plein. Il se passe rien, évidemment, lorsqu'elles tombent sur un trou du carton. Et ce sont ces éléments-là qui vont tirer ensuite des bandeaux métalliques qui sont reliés au cœur du métier. D'accord, c'est ça, et d'accord. Donc c'est comme ça qu'on retraduit dans l'autre sens le dessin. Enfin voilà, ça va imprimer des mouvements différents sur la machine, qui donc vont permettre des motifs différents. Exactement. C'est comme ça que l'information arrive au cœur de la machine et va actionner ou pas, déplacer ou pas certains fils et former le motif. Et alors voilà, je vous l'annonçais tout à l'heure, et on va avoir la chance et la grande chance de pouvoir voir un métier en fonctionnement. Peut-être juste avant un mot, voilà, je crois reconnaître je ne vais pas me tromper dans le vocabulaire, mais la petite bobine qu'on a vue tout à l'heure d'une certaine manière. Exactement, au cœur de cette structure, là on a la bobine, le cercle, qui est donc le disque, un double disque de métal avec son fil à l'intérieur, qu'on ne voit pas évidemment. Et vous avez ce que l'on appelle le chariot, qui est un peu le vaisseau qui va guider la bobine dans un mouvement de balancier. Vous voyez, c'est la forme à laquelle invite la forme de ce chariot. Elle va faire une sorte de swing, quoi, vraiment le mouvement de la balançoire. Ça on le retrouve, hein, c'est ça. Voilà, Pierre Wemech est avec nous, Pierre Wemech qui est tulliste et qui va nous faire une démonstration de l'utilisation d'un métier à tisser. Et donc voilà, qu'on remercie d'avance, Pierre, et donc qui nous montre sur le métier à tisser là tous ces éléments-là. En fait, il y en a des milliers, je crois savoir. Il y en a voilà jusqu'à 5000 en fait. Hein, ils sont vraiment tous alignés les uns à côté des autres, donc on les distingue pas trop à l'œil nu. Mais ils vont aller se balancer d'avant en arrière dans le métier. Et les rubans d'acier qui sont au-dessous, qui sont actionnés par le carton jacquard, vont plus ou moins faire passer les fils à gauche ou à droite de la balance du chariot et de sa bobine. Bon, là, si on n'a pas compris combien ce métier-là est quelque chose de très complexe et ce qui justifie, si on n'a pas compris pourquoi c'est si précieux cette dentelle de Calais, donc cette dentelle tissée, alors je vous invite à revoir à nouveau, ou surtout à venir ici parce que vraiment tous ces éléments-là, quand on voit la complexité de l'ensemble, on comprend bien effectivement d'où vient la préciosité de ce rendu. Écoutez, Pierre Wemech, alors qui tulliste, hein, c'est ainsi qu'on le dit. C'est le nom du tisserand, en fait. Il va nous faire une démonstration, Pierre Wemech, du métier à tisser. Puis nous, on va se taire parce que ça fait tellement de bruit en fait qu'on ne saurait pas parler par-dessus. Donc voilà, on vous regarde et on vous remercie par avance, Pierre Wemech. On va aller au bout de la main. Pas grave, au pire, on fait. Essaye, mais au pire, c'est pas grave. Le blé, on va aller là-bas. Voilà, on remercie mille fois Pierre Wemech. Merci encore pour cette utilisation. On a eu, je crois, un petit souci de connexion avec l'un des deux comptes, mais peut-être que c'est en train de reprendre. Et puis de toute façon, pour tout vous dire, on arrive un petit peu à la fin de notre visite. Juste un mot, quelques mots, quelques questions. Voilà, les derniers de notre discussion que je me charge de vous transmettre, Anne-Claire Laronde. On nous demande, tiens, c'est encore Sylvie qui est passionnée par tout ça. Sylvie, je ne peux que vous inviter à venir ici dès que possible, dès que le lieu rouvre, et on l'espère très bientôt, pour visiter ces collections magnifiques. Sylvie qui nous demande si des métiers à tisser modernes sont toujours produits.
Oui, non, effectivement, ça n'existe plus depuis plus de 70 ans à présent, ce qui est une vraie question, d'où aussi l'existence de ce musée, même si les métiers que l'on présente sont les mêmes que ceux qui sont utilisés par les entreprises à l'heure actuelle. Et chaque métier ancien est vraiment précieux pour l'ensemble des industriels, puisqu'il faut retrouver les pièces détachées. Certaines sont encore produites, mais les métiers en eux-mêmes ne sont plus du tout produits depuis les années 60-70, si je ne dis pas de bêtises. Et Dominique qui nous demande quelles sont les dimensions d'un métier. On en a vu tout à l'heure qui faisait plus d'une dizaine, peut-être une bonne dizaine de mètres, quand on compte toutes les différentes parties. Celui-ci peut-être est un peu plus court. Alors celui-ci est très exceptionnel, quasiment unique au monde, puisque c'est un métier qui permet de faire des échantillons. D'accord. C'est le seul que l'on connaisse qui soit un modèle réduit. Mais la plupart des autres métiers sont plutôt de ces dimensions-là, voire un peu plus grands, comme celui qui a tourné tout à l'heure. D'accord, très bien. Et voilà. Et alors, allez, un dernier mot et on arrivera à la fin de notre discussion. Voilà, c'est Hélène Ami qui nous dit qu'elle travaille. Teen Fan qui dit ma salle préférée. Mais c'est vrai que cette salle, elle est quand même assez exceptionnelle. Et dans le cadre de ce parcours de visite, une fois qu'on a découvert les différents éléments qui participent à la conception d'un métier à tisser, enfin plutôt aux différents éléments qu'on introduit dans un métier à tisser, c'est vrai que de voir tout ça qui se met en marche, c'est quand même assez passionnant. Et le mot de la fin pour Miss Bezou qui nous dit merci pour cette belle histoire. Mais c'est vrai que tout ça, c'est une belle histoire, que la dentelle de Calais nous raconte des belles histoires qu'on retrouve ici dans cette cité de la dentelle et de la mode. Si vous nous regardez en direct, eh bien la visite s'arrête ici. Pour les autres en rediffusion, on vous a préparé un petit bonus au sein duquel on vous présente l'architecture remarquable du bâtiment qui nous accueille, une ancienne usine du 19e siècle qui a été reconvertie il y a quelques années en musée. Voilà, donc on vous a préparé un petit film pour quelques minutes pour vous présenter ça. Quelques mots juste avant pour vous rappeler toutes les initiatives que vous pouvez suivre depuis chez vous, des visites de musées, de bâtiments, des jeux vidéo, des podcasts, des films et livres, des ateliers à faire chez soi. Ça se trouve tout ça sur les réseaux sociaux du ministère de la Culture, sur le site web culturecheznous.gouv.fr et puis partout sur la toile avec le mot dièse Culture chez nous. Merci beaucoup Anne-Claire Laronde. Merci également à vos équipes de la Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais, Maïté Parenti et bien sûr Pierre Wemèche qu'on a vu à l'œuvre à l'instant. Un grand merci au ministère de la Culture à l'origine de l'initiative, Michael Coca, Cécile Lausanne, Barbara Penamen, Clémence Lannoy et Maïlis Clément-Bollet. Merci à toute l'équipe de Théma Prod et un grand merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Salut. On se retrouve comme convenu pour notre bonus quand vous découvrirez cette vidéo. La visite viendra de se terminer dans les espaces d'exposition juste au-dessus, mais nous sommes désormais dans la cour du bâtiment qui nous rappelle qu'avant d'accueillir un musée, le lieu abritait l'usine Boulard, une usine collective, c'est-à-dire que derrière chacune des fenêtres que vous voyez derrière moi se trouvaient différents ateliers de dentelle. Atelier d'ailleurs qui était à l'origine alimenté par une grande machine à vapeur dont on voit encore aujourd'hui les traces au sol de cette cour. Le lieu a fermé ses portes à la fin des années 90, avant sa transformation par les architectes de l'agence Moatier-Rivière, qui ajoutèrent à cet ensemble en U très représentatif de l'architecture industrielle du 19e siècle, une extension contemporaine sur rue, avec cette façade qui participe aujourd'hui à l'identité de la Cité de la Dentelle et de la Mode. Outre les espaces d'accueil, c'est ici que prennent place les expositions temporaires du musée, derrière cette façade vitrée qui semble se référer à la dentelle par la semi-transparence qu'elle offre, autant que par ce relief qui rappelle l'effet d'un vêtement qui s'adapte aux formes d'un corps. Voilà, cet épisode de Culture chez nous en direct, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours à Paris pour visiter le Conservatoire national supérieur de musique. Salut!